Nous abordons aujourd'hui l'humanisme en Italie du XIIIe au XVe siècle. Alors en introduction, il me paraît intéressant de relever que, à notre époque, presque tout le monde, en tout cas dans notre partie du monde, se prétend humaniste, sans savoir exactement de quoi il s'agit, laissant entendre par là tout simplement que l'on aime les hommes ou l'on aime l'humanité. Il m'a paru intéressant de faire un petit peu une sorte de psychanalyse de cette notion pour savoir à quand elle remonte, où elle est née et à quels besoins elle répondait. Vous savez qu'en Belgique, il y a un parti qui s'intitule le CDH, c'est-à-dire le Centre démocrate humaniste, et ce parti est en fait l'héritier du Parti social-chrétien, le PSC. Alors, le mot humanisme peut prêter à confusion parce que, avant l'existence de ce parti, c'était plutôt les laïcs qui mettaient en avant de leur philosophie la notion d'humanisme. On sait effectivement qu'il existe depuis longtemps l'humanisme chrétien, donc on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une nouveauté. Mais cela a certainement un petit peu brouillé les cartes sur l'échiquier politique, et c'était volontairement d'ailleurs que cela a été fait. Il s'agissait de ratisser large, il ne faut pas se tromper. Maintenant, nous allons remonter donc dans le temps et voir donc quand cette notion d'humanisme est née, où elle est née, et comme je le disais il y a quelques instants, à quels besoins elle répondait. Il faut remonter en fait à l'Italie de la deuxième moitié du XIIIe siècle, donc en gros aux environs de 1250. Et il faut remonter plus précisément dans l'espace cette fois, et non plus dans le temps, et je vais le montrer sur la carte, à cette région-ci. Cette région qui se situe entre Milan, Venise et Florence. Ce triangle-ci. Donc Milan, Venise et Florence. C'est dans cette région-ci que l'humanisme est né, et plus particulièrement encore ici, à Padoue. Padoue qui va bientôt faire partie des territoires de la République vénitienne. Alors, je vous explique maintenant ce que l'on croit savoir de la genèse, de l'origine de l'humanisme. Autrement dit, dans quel milieu l'humanisme est né et quelle notion il va recouvrir. En fait, l'humanisme n'est pas né dans les universités. Les humanistes ne sont pas des universitaires, ce ne sont pas des professeurs d'université. Ce sont certes des gens cultivés qui ont fait l'université, mais qui n'enseignent pas à l'université. On a pu identifier les premiers humanistes dans un groupe restreint de juges et de notaires padouans, c'est-à-dire habitant Padoue.
Ce sont des personnages qui avaient l'habitude de traiter de problèmes juridiques complexes, qui nécessitaient une langue précise. Et en plus ça, ce sont des gens qui étaient cultivés. Il ne faut pas oublier non plus que depuis le XIIe siècle, à Bologne en particulier, il y a une renaissance du droit romain et que l'on trouve comme source du droit justement des écrits qui remontent à plusieurs siècles. À l'époque de l'Empire romain ou dans les instituts de Justinien, qui est un empereur romain d'Orient qui vit au VIe siècle. C'est à cette époque-là que datent les codes de Justinien. Ces notaires, ces juges, étaient des individus qui devaient, je viens de vous le dire, utiliser une langue extrêmement précise. Parce que vous savez que quand on fait du droit, on ne peut pas utiliser n'importe quel mot, car l'usage d'un mot inadéquat peut, le cas échéant, conduire à l'annulation d'une décision à la suite d'un procès. Vous savez que la forme a beaucoup d'importance pour les juristes. Et c'est donc dans ce milieu-là que l'humanisme naît. Il y a deux personnages qui vont jouer un rôle important dans ce cadre-là. Il s'agit de deux écrivains qui vont mettre à l'honneur le latin classique et qui vont rechercher des modèles dans les textes romains, latins donc, de l'époque classique. Autrement dit, dans des textes qui sont antérieurs au Moyen-Âge. Alors, le premier de ces auteurs, Padouan, s'appelle Musato. Vous voyez que sa vie est à cheval sur le XIIIe siècle et le XIVe siècle. Alors Musato va rechercher, et apparemment il a connu toute une série d'auteurs de l'Antiquité classique latine, et apparemment il possédait une bibliothèque assez importante. Un deuxième auteur, Padouan, s'appelle Lovato Lovati. Lui aussi est un érudit. Il s'intéresse beaucoup à la littérature antique. Il a eu, comment dirais-je, il a consulté beaucoup d'auteurs de l'Antiquité. Musato, lui, en particulier, va s'intéresser à l'histoire romaine pour essayer de comprendre cette histoire romaine et d'y trouver des modèles politiques
qui lui permettent de résister intellectuellement et politiquement donc aux tyrans qui menaçaient Padoue à cette époque-là. Donc, si je me résume, l'origine de l'humanisme est née dans un milieu particulier de juristes qui avaient besoin de disposer d'une langue très précise, l'acquisition de ce vocabulaire emprunté à l'Antiquité classique leur permet de lire ces auteurs classiques latins, ça les stimule à rechercher des auteurs classiques, et mieux encore, ils vont chercher, et cette fois-ci ne s'intéressent plus seulement à la forme, mais également au contenu. Ils vont rechercher dans les auteurs anciens, en particulier datant de la République romaine, et plus seulement d'Empire, des éléments de réflexion qui leur permettent de disposer d'armes de réflexion et de propagande face à une menace politique de leur époque. C'est le cas de Moussad. Je vais noter donc au tableau la démarche suivie. Donc, dans un premier temps, comme d'habitude, j'ai introduit mon sujet en tentant de vous montrer l'intérêt de l'étude de ce thème-là, puisque le mot humanisme est utilisé à tout vent à notre époque, intérêt actuel. Ensuite, je remonte dans le temps, au XIIIe siècle, dans une ville du nord de l'Italie qui est Padoue, et j'essaye de retrouver quelle est la genèse de ce concept qui est l'humanisme. Donc, genèse et développement du premier humanisme. Petit a, ou petit a, j'ai abordé le milieu des juristes à Padoue, et maintenant je vais aborder celui des écrivains qui, à Florence en particulier, vont trouver un intérêt particulier à la littérature latine et vont la confronter à la langue vulgaire qui était pratiquée à Florence à ce moment-là et qui est l'ancêtre de l'italien puisqu'il s'agit du toscan. Vous savez peut-être que l'italien que l'on parle à l'heure actuelle en Italie et qui était imposé après la réunification du XIXe siècle est en fait la langue de Florence, car il existe des dialectes en Sicile, en Vénétie ou à Naples, par exemple, il y en a bien d'autres. Eh bien, la langue officielle que l'on parle en Italie à l'heure actuelle, elle est née, elle s'est élaborée dans l'Italie du XIIIe, XIVe et XVe siècle. Et ce sont des écrivains italiens qui ont forgé véritablement cette langue, et ce sont ces écrivains italiens que je vais étudier avec vous maintenant. Alors, il y a trois grands écrivains qui portent pour nom, je vous les montre ici,
Dante, Dante Alighieri, en italien, Dante, en français on dit Dante. Ensuite, Pétrarque, Petrarca, et ensuite, Boccaccio. Ce sont les trois fondateurs de la langue italienne moderne, autrement dit du toscan. Ils vont de faire de cette langue vulgaire, parlée, une langue qui n'est plus simplement entre les mains de comptables, de banquiers, ça va devenir une langue au sens propre, avec une grammaire, avec un vocabulaire précis. Donc, je note tout d'abord ici trois grands écrivains. Donc, on n'est plus à Padoue ici, on est à Florence. Je vous montre donc où se trouve Florence. Florence se trouve ici, et Florence est la capitale d'un territoire, une république qui bientôt va devenir un duché, le duché de Toscane, à ce moment-là c'est encore une république, sur laquelle règne une famille, va bientôt régner une famille, parce qu'à l'époque de Dante ce n'est pas encore le cas, mais va bientôt régner une famille, fin du XIVe siècle et surtout au XVe siècle, c'est la famille des Médicis, des Medici. Ça va? Je vous rappelle que tout à l'heure nous avons vu Padoue. Padoue est beaucoup plus au nord. Maintenant nous sommes ici à Florence. Alors, quel est l'apport de ces trois grands écrivains? Donc, je vous ai dit qu'il y a Dante, il y a ensuite Pétrarque, je vais peut-être les mettre dans l'ordre chronologique, donc, non, vous étiez dans l'ordre chronologique, Pétrarque, et enfin, Boccaccio. En fait, Dante, Pétrarque et Boccaccio écrivent non seulement en italien, mais ils écrivent également en latin. Ils ont deux casquettes, si vous voulez. Ça va? Ils portent deux casquettes. Et c'est pas sans intérêt. Parce qu'à ce moment-là, il y a deux tendances, si vous voulez, y compris chez ces auteurs eux-mêmes, quant à savoir dans quelle langue il faut écrire. Laquelle de ces deux langues est la plus apte à transmettre un message poétique, un message moral ou des informations de nature historique. Dante a écrit deux livres, l'un dans lequel il défendait le latin, et puis un peu plus tard, un autre écrit en toscan, donc c'est italien de Florence, où il est revenu sur sa position et considère que finalement, le toscan est plus apte à transmettre un message ou des textes bien écrits que le latin, tout simplement parce que c'est une langue qui est parlée à ce moment-là, sur laquelle on peut travailler et qui n'est pas figée comme le latin. Donc il est revenu sur sa position. Mais Dante est surtout connu pour un livre qu'il va écrire en italien et non pas en latin, qui s'appelle La Divine Commedia. La Divine Comédie, voilà, la Divine Comédie. Cet ouvrage va être écrit entre 1304 et 1321, donc premier quart du XIVe siècle. Alors, c'est un ouvrage évidemment qui vraiment initie l'humanisme. C'est un ouvrage qui est écrit en italien, mais qui se réfère
pleinement et constamment à l'Antiquité, puisqu'en fait, dans ce livre, c'est un poète latin qui s'appelle Virgile qui prend par la main ce poète du XIVe siècle qui s'appelle Dante et lui fait, comment dirais-je, dans le cadre d'un voyage, lui fait parcourir un monde où Dante peut voir ce que les âmes deviennent en fonction du destin que ces personnages auront eu sur Terre. Dante va ainsi parcourir l'enfer, puis le purgatoire et enfin le paradis. Autrement dit, la Divine Comédie est composée de 3 parties, de 3 livres, où toute une série de personnages qui appartiennent soit à l'Antiquité, soit à l'histoire récente de l'Italie, apparaissent. Donc, en italien, la Divine Comédie, c'est donc la Commedia Divina. Hein? La Commedia Divina. On va passer maintenant à Pétrarque. Pétrarque écrit à partir de 1338 un ouvrage écrit en latin où il reprend l'histoire des personnages importants. Il ne prend en considération que les hommes, et cet ouvrage s'appelle le De Viris Illustribus, ce qui veut dire à propos des hommes illustres. Il s'agit en fait d'une succession de biographies. Et il reprend cela une tradition latine. Pétrarque est surtout connu, bien entendu, pour ses rimes poétiques, écrites, elles, en toscan, en italien. Pétrarque a beaucoup voyagé. Il a beaucoup voyagé en Europe, en Italie tout d'abord, à Milan, à Venise, à Rome, mais il a aussi beaucoup voyagé ailleurs, à Avignon, qui à cette époque-là appartenait à la papauté, parce que les papes se sont déplacés pendant un certain nombre d'années, 70 ans, à Avignon pour diriger la chrétienté. Il a voyagé également dans le Brabant et en Rhénanie. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup bougé. Et c'est lors de ces voyages qu'il va s'intéresser à des manuscrits latins qui se trouvent dans des bibliothèques déjà à l'époque. Enfin, dernier personnage, c'est Boccaccio. Alors Boccaccio, lui aussi, s'intéresse à la littérature latine, et lui, il va écrire, sauf erreur de ma part, un ouvrage qui est le pendant du De Viris Illustribus, sauf erreur de ma part, je dis bien qui est un ouvrage sur les femmes illustres. Ça va? C'est, je crois, De Mulieribus Illustribus. Il est beaucoup plus connu pour un ouvrage qui s'intitule Décaméron, qui publie au moment où il y a la peste à Florence, et qui est une succession en fait de 10 contes. Décaméron, vous avez la racine grecque déca, comme décamètre, signifie 10. Car, par exemple, Marguerite de Navarre, dans la sœur donc, de François Ier, va écrire un heptaméron. Il y en a 7. Voilà. Alors, il y a un personnage qui prend la succession de ces écrivains et que l'on peut ranger dans la même catégorie à Florence et qui, lui, est chancelier
de Florence. Autrement dit, c'est un personnage très important. Et il s'appelle Coluccio Salutati. Coluccio, oui, ça c'est son prénom, c'est pas nécessaire de le noter. Coluccio, c'est C-O-L-U-2-C-I-O. Coluccio Salutati. Vous voyez, il vit entre 1331 et 1406. C'est un personnage important parce que il va essayer, lui, de son côté, de faire connaître et de diffuser l'enseignement du grec ancien. Ce n'était pas une chose facile. Alors pourquoi ce n'était pas une chose facile? Eh bien parce qu'à cette époque-là, il y a très peu de gens qui connaissent le grec en Occident. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. On continue. Donc, vous ajoutez ici le nom de Salutati. Alors, on va passer maintenant, après, je réfléchis, je suis un petit peu la chronologie ici. Oui. Alors, on va passer maintenant au triomphe de l'humanisme. Donc, on va progressivement avancer du XIVe vers le XVe siècle. Alors, petit a. Un personnage a un rôle très important, c'est même le personnage le plus important dans la découverte des textes anciens, et en particulier des textes latins de l'Antiquité classique. Donc, grande période de découverte, grande découverte de manuscrits dans des abbayes par un personnage qui s'appelle Poggio Bracciolini. En français, on le traduit sous la forme de Le Poge. Le Poge, qui a vécu entre 1380 et 1459. Donc en italien, c'est Poggio, P-O-2-G-I-O, Bracciolini, B-R-A-2-C-I-O-L-I-N-I. Ça va? Poggio Bracciolini. Alors, où fait-il ses découvertes? Tout d'abord, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Il est extrêmement curieux. On peut dire vraiment que c'est un rat de bibliothèque. Et il fait des découvertes extrêmement intéressantes à l'abbaye de Cluny, en Bourgogne. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, la Bourgogne, elle fait théoriquement partie du royaume de France, mais dans les faits, c'est former une principauté territoriale pratiquement indépendante, qui est entre les mains d'une branche de la famille royale française, et ces ducs de Bourgogne, vous les connaissez bien, hein, c'est l'époque de Philippe le Bon, l'époque de Le Poge, Philippe le Bon qui a rassemblé à la suite d'achats, de conquêtes, de mariages, d'annexions, etc., des territoires importants qui vont recouvrir non seulement la Bourgogne, la Franche-Comté, mais aussi les territoires qui constitueront un jour la Belgique et les Pays-Bas. Alors, donc, Poggio vient dans nos régions, ensuite,
Il fait des découvertes tout à fait remarquables à l'abbaye de Saint-Gall, en Suisse, donc Saint-Gall, G-A-2-L, Saint-Gall. Et il fait une découverte tout à fait remarquable, puisqu'il découvre les institutions oratoires de Quintilien. Quintilien, Q-U-I-N-T-I-L-I-E-N, Quintilien. C'était un rhéteur, un grand rhéteur de l'Antiquité classique, de l'époque de l'Empire romain. Quintilien qui va bien entendu servir de modèle pour tous ceux qui se destineront à la politique. Ça leur permettra d'avoir des modèles pour faire leur discours destinés à convaincre leur auditoire. Donc, je note quand même son nom ici, donc le Poge. Alors, ensuite, deuxième élément important, c'est que les études classiques qui portent sur le latin ou le grec vont connaître un essor prodigieux. Alors, je vais commencer tout d'abord par les études latines. Alors, on va s'intéresser au monde romain. Et vous savez que l'humanisme et l'époque de la Renaissance, c'est une période où on va en Italie d'abord, puis dans d'autres pays, s'intéresser de très près à cette antiquité latine et puis grecque. On va essayer d'y trouver des modèles, non seulement dans le domaine de la littérature, mais aussi dans le domaine de la pensée. Et puis, mais ça, ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, dans le domaine de l'art. Ça mérite évidemment une leçon séparée. Hein? Le mot Renaissance renvoie à la renaissance de quoi? À la renaissance de l'Antiquité. Donc, je mets ici essor des études latines et début de l'enseignement du grec. Alors, quand je dis début des études latines, essor des études latines et début de l'enseignement du grec, évidemment, on ne peut pas mettre ces deux secteurs de la connaissance sur le même pied, parce que la connaissance du latin est évidemment beaucoup plus avancée que la connaissance du grec, hein, je l'ai dit il y a quelques instants. Alors, comment étudier l'Antiquité romaine? Les sources sont diverses. Il y a des sources archéologiques, et vous savez qu'en Italie, les traces de la présence romaine sont nombreuses, un petit peu partout. Il y a des monuments. Quand on creuse le sol, on trouve évidemment des artefacts, des sources importantes. Quelles que soient d'ailleurs les régions d'Italie, mais en particulier dans le sud. Donc, il y a d'abord l'archéologie. Il y a ensuite la numismatique. La numismatique, c'est l'étude des pièces de monnaie, étude qui peut nous renseigner sur plein d'aspects de la société romaine, sur l'histoire économique, sur l'histoire de l'art, sur l'histoire de la propagande politique. Par exemple, à côté de l'archéologie et de la numismatique, il y a aussi l'épigraphie.
L'épigraphie, c'est l'étude des inscriptions anciennes. Ce sont des inscriptions que l'on trouve sur des monuments, sur des tombeaux, et qui nous informent justement sur éventuellement la biographie du personnage qui est enterré ou en l'honneur duquel on a édifié un monument, une colonne, un arc de triomphe. Ensuite, il y a évidemment les textes eux-mêmes. Alors l'étude des textes, quand on les sert de près, s'appelle la philologie. C'est l'étude de la langue. Donc, vous voyez qu'on va passer à un nouveau stade dans l'histoire de l'humanisme. Dans un premier temps, on s'intéresse aux écrivains pour les imiter, parce que l'on trouve que leur modèle est pratiquement indépassable. Et puis dans un deuxième temps, vous avez des savants qui ne se contentent plus d'imiter, mais qui essaient de comprendre non seulement la grammaire, le vocabulaire des latins, mais aussi leur pensée. Parce que la philologie, ce n'est pas seulement l'étude de la langue, c'est l'étude de la langue en tant que véhicule d'une pensée, d'un message. Un historien de l'époque pratique toutes ces disciplines, à la fois la philologie, l'archéologie, la numismatique et l'épigraphie. Il s'agit de Flavio Biondo, Blondus à la table, Flavio Biondo, qui vit entre 1392 et 1463, donc Biondo, qui est entre autres l'auteur d'une histoire de l'Italie au Moyen-Âge. Alors, parmi les épigraphistes, vous avez aussi, et ça dès le XIVe siècle, un personnage politique, qui va d'ailleurs prendre le pouvoir à Rome pour une période très courte, qui s'appelle Cola di Rienzo, et qui était passionné par l'étude des inscriptions de l'Antiquité romaine. Un grand spécialiste, ou plutôt le fondateur, je dirais presque, de la critique historique, c'est l'auteur qui est mentionné ici, c'est Lorenzo Valla. Donc Laurent Valla, Lorenzo Valla, qui vit entre 1407 et 1457. Alors là, c'est un personnage extrêmement important. Pourquoi? Parce que Laurent Valla crée, je viens de vous dire, véritablement la critique historique en étudiant dans un document, dans un pamphlet, si vous voulez, c'est quasiment un pamphlet à l'époque, hein, c'est parce qu'un pamphlet politique. Enfin, c'est en même temps un ouvrage de méthode, de critique historique. Eh bien, Laurent Valla va montrer que ce qu'on croyait jusque-là être une donation par l'empereur Constantin, l'empereur romain Constantin, dans la première moitié du IVe siècle de notre ère, à un pape de l'époque, et qui lui attribuait à ce pape des terres importantes dans le centre de l'Italie, ce que l'on appelait la donation de Saint-Pierre, ou à Saint-Pierre, si vous voulez, et bien qu'en fait, qu'il s'agissait d'un faux. Alors comment Lorenzo Valla s'y prend-il pour démontrer qu'il s'agit d'un faux?
Tout d'abord grâce à des arguments historiques et juridiques. Il montre que ce n'est pas possible que ce document ait été rédigé à l'époque de l'Empire romain, à l'époque de Constantin. Il le démontre, il dit que ce n'est pas possible historiquement et même juridiquement. Mais à cela, il ajoute des arguments linguistiques imparables. Ces arguments, c'est que grammaticalement et sur le plan lexical, il n'est pas possible que ce texte ait été écrit au IVe siècle, à une époque où on écrivait encore bien le latin. Il montre que ce texte est plein de scories, c'est-à-dire d'éléments qui appartiennent manifestement à une autre époque, et il parvient à dater ce faux, cette donation, cette pseudo-donation de Constantin au pape, et il la date du milieu du 8e siècle, donc vers 750. Or, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, c'est effectivement le moment où le roi des Francs, Pépin, dit le Bref, qui est le premier roi de la dynastie carolingienne, fait donation au pape de l'époque de terres qui se trouvent dans le centre de l'Italie et qui vont ainsi constituer une véritable marche, autrement dit un état tampon, c'est-à-dire une zone, un état vassal de l'Empire franc qui sert d'avant-poste du royaume franc face à des populations, plutôt à des monarques ennemis du sud de l'Italie, et en particulier pour se protéger, entre autres, contre les Byzantins. Et en fait, pourquoi? Ça, c'est, je dirais, la raison objective, mais la raison subjective, c'est une manière aussi de remercier le pape d'avoir bien voulu le sacrer roi des Francs, alors que c'est un usurpateur, puisqu'il a pris la place d'un roi mérovingien qui était légitime. Donc en fait, c'est un petit peu un donnant-donnant. Alors si je vous parle de tout ça, c'est pas pour vous parler de l'époque carolingienne, c'est donc pour vous montrer que la critique historique naît au XVe siècle par la remise en question de documents sacrés, parce que c'est pas n'importe quel document, c'est un document qui concerne directement la pseudo-légitimité du pape ou de la papauté sur une partie quand même non négligeable, enfin assez importante de l'Italie. Ça remet en question tout ça. Donc vous voyez que c'est quand même un brûlot de ce document. Donc vous voyez que la critique historique, quand elle naît, elle ne naît pas, je dirais, dans un contexte neutre. L'Italie, à l'époque, est constituée de multiples principautés qui rivalisent les unes avec les autres, et ces princes essayent de trouver des arguments historiques, juridiques, pour grappiller des terres sur leurs voisins, indépendamment de l'argument militaire qu'ils peuvent utiliser, évidemment, à certains moments. Donc, je note ici le nom au moins de Laurent Vanna, j'ai peut-être pas, donc je vous ai parlé quand même de Biondo, je vous ai parlé de Cola de Rienzo, je viens de vous parler maintenant de Lorenzo Valla. Voilà, il y a toute une série d'autres personnages, en tout cas pour les études latines, dont je pourrais encore vous parler. Je crois vous avoir dit les principaux. Oui, j'aurais pu vous citer également le personnage qui se trouve ici, vous voyez, qui vit de 1454 à 1494,
qui est un poète, mais qui écrit en latin, entre autres, et qui s'intéresse beaucoup à la littérature latine, c'est Ange Policien. Il s'agit bien sûr d'une francisation d'un nom italien, comme c'est un personnage important. Les personnages importants ont été francisés. Ça va? En fait, son nom c'est Angelo Poliziano. Donc Angelo, vous pouvez ajouter LO, et Poliziano. Alors à ce moment-là, Poliziano, alors c'est avec un Z. P-O-L-I-Z-I-A-N-O. Poliziano. Ça va? Bon. Alors, je poursuis. Plusieurs personnages vont jouer un rôle, je vous le rappelle, je vous en ai touché un mot tout à l'heure, dans le développement des études grecques. Hein, c'est un secteur tout neuf à l'époque, ou pratiquement. Alors, je vous avais parlé déjà de Salutati, qui était chancelier à la seigneurie donc, de Florence, personnage très important, un ministre si vous voulez. Et ensuite, il y a un personnage qui est mentionné ici, qui va jouer un rôle également important pour le développement des études grecques, il a lui-même écrit en latin seulement, hein. C'est Leonardo Bruni, B-R-U-N-I, Leonardo Bruni, qui vit entre 1377 et 1444. C'est un historien. Donc, j'écris ici le nom de Salutati. Salutati. Alors, outre ces deux personnages-là qui ne sont pas des hellénistes, qui favorisent les études helléniques seulement, vous avez plusieurs personnages qui vont jouer un rôle important, et en particulier des papes. C'est le cas du pape Nicolas V, qui règne entre 1447 et 1455, et un autre pape qui règne entre 1458 et 1464. Il s'agit du pape Pie II. En fait, vous savez que les papes, lorsqu'ils montent sur le trône pontifical et accèdent donc à ses responsabilités et portent donc la tiare pontificale, ils changent de nom. On l'a vu récemment avec le dernier pape, dont d'ailleurs j'ai oublié son nom original, je ne me souviens plus que de son nom de pape, c'est un Argentin, donc c'est un nom espagnol. Je crois même qu'il était argentin, mais d'origine italienne, à l'origine, il me semble. Enfin, parce qu'il y a beaucoup d'Argentins. Il y a des Argentins qui sont d'origine italienne. J'ai oublié son nom. Attends, qui s'appelle donc François, comme vous savez. Voilà. Mais donc les papes portent toujours, montent sur le trône, ils changent de nom pour donner, je dirais, une touche particulière et s'inscrire dans la lignée intellectuelle, spirituelle de tel ou tel pape qui les a précédés dans cette voie ou d'un personnage important de l'Église catholique. En fait, Pie II, son vrai nom, c'était alors Silvio Enea Piccolomini. Donc P-I-2-C-O-L-O-M-I-N-I, Piccolomini. C'était son vrai nom. Enfin, peu importe ici, sauf qu'il a été connu comme érudit sous ce nom-là avant de devenir pape sous le nom de Pie II. Alors, ces deux personnages sont importants, et en particulier Nicolas II, parce qu'il va réunir au Vatican, c'est à ce moment-là que la bibliothèque vaticane va prendre tout son essor, c'est au moment de l'humanisme, dans la deuxième moitié du XVe siècle, il va réunir de nombreux manuscrits latins mais aussi grecs. Et il aurait rassemblé dans le courant de son cours pontificat, parce que son pontificat ne fait que 8 ans, enfin 8 ans c'est une moyenne
pour un pontificat, parce qu'on y accède en général quand même assez tardivement, dans le courant de son existence, eh bien, il aurait rassemblé dans le courant de son cours pontifical 5000 volumes. Pour l'époque, c'est considérable. À l'heure actuelle, quelqu'un qui a 5000 livres dans sa bibliothèque, ça peut être, c'est relativement banal, mais à cette époque-là, pas du tout. Les manuscrits coûtaient très très cher. Regardez un petit peu la date de la fin de son pontificat, 1455. Un an plus tôt seulement, Gutenberg invente l'imprimerie. Donc ce sont bien des manuscrits. À cette époque-là, il n'y a pas encore de livres imprimés. On est tout à fait à l'origine des livres imprimés. Et il en aurait rassemblé 5000 d'après le témoignage d'un entrepreneur qui publiait des copies. C'était son métier, c'était un éditeur de manuscrits. Ça paraît un peu bizarre, parce qu'on pense à un éditeur de livres imprimés, mais non. Il faisait dans son atelier recopier des ouvrages importants pour une clientèle, bien entendu, qui était présente. Et dans son atelier, tenez-vous bien, il avait 45 copistes. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un chef d'entreprise. 45 copistes qui travaillaient pour ce personnage, alors que ce n'était pas un abbé d'une abbaye. Parce que dans les abbayes, il y avait des scriptoria, c'est-à-dire des lieux où il y avait des moines qui copiaient du matin au soir des ouvrages sacrés. Non. Ici, c'est un personnage qui s'appelle, non, son prénom, je ne sais plus, mais attendez, je crois que c'est Vicente, il me semble, c'est Vicente ou Vincenzo d'Abistici. D'Abistici. B-I-S-T-I-2-C. Abistici. Ou Vespasiano, peut-être, je ne sais plus. Je ne sais plus, c'était Vespasiano. Alors, je poursuis. Un pape de l'époque, mais c'est aucun des deux que je viens de citer, je crois bien, c'est encore un autre, a pris à son service un personnage important qui s'appelle Platina, c'est un pseudo, dont il fit le premier bibliothécaire de la Bibliothèque Vaticane. Alors ça c'est curieux parce qu'en fait c'est un pape qu'il avait voulu assassiner, mais le pape lui avait pardonné. Il a fait lui son bibliothécaire. Vous savez que la Bibliothèque Vaticane est extrêmement riche. Et je ne vous parle pas des archives de la Bibliothèque Vaticane, enfin des archives du Vatican, que beaucoup de gens voudraient consulter, puisque ça fait même l'objet de romans, par exemple, comment ça s'appelle, Dan Brown, etc. Ça va ? Voilà. Alors, toujours en ce qui concerne le grec était très peu connu, mais il se fait qu'à Florence, on décide de recueillir, de faire venir des savants grecs, parce que Constantinople menace d'être prise, elle vit d'ailleurs ces dernières années, et en 1400, je réfléchis, c'est en 1438-39, a lieu un concile qui se tient à Ferrare et à Florence, donc 1438-39, c'est ça que je vous ai dit un instant, oui. Et lors de ce concile, et je vous en ai parlé dans un cours, je ne sais pas si vous vous en souvenez la semaine passée, lorsqu'on a étudié les cultures qui se rencontrent en Méditerranée au XIVe et au XVe siècle, vous avez parlé de Byzance, de l'islam et de la chrétienté, et je vous avais dit qu'à lors de ce concile, donc l'empereur même de Byzance, à l'époque, qui s'appelle c'est Jean VIII, va à Florence avec un certain nombre de théologiens, d'évêques byzantins, dans le but de négocier la constitution d'une croisade qui viendrait sauver Byzance des griffes menaçantes des Turcs ottomans, avec en échange l'acceptation
de la primauté de l'évêque de Rome, c'est-à-dire du pape, et l'acceptation également du fameux filioque qui se trouvait dans le credo, donc dans l'acte de foi que les croyants prononcent et qui marque leur adhésion à l'Église catholique, car en effet, depuis 1054, les églises d'Occident et d'Orient étaient séparées pour cette raison-là, pour le problème politique de la primauté de Rome, et d'autre part parce qu'il y avait un désaccord théologique quant au credo. Je vous avais expliqué la semaine passée que, hélas, ça ne va pas du tout résoudre le problème militaire, ça ne va pas du tout soulager comment dirais-je, les Byzantins face aux Turcs, parce que les Européens, les Italiens ne vont pas lever de croisade, le pape ne va pas lever de croisade pour aider les Byzantins, il n'en a pas les moyens à ce moment-là. Mais, ce qui est important du point de vue du cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire du point de vue de l'histoire de l'humanisme, c'est que lors de ce concile, je vous ai dit, il y a un certain nombre de théologiens qui accompagnent l'empereur de Byzance, qui est en fait empereur d'un tout petit rocher. Hein. Je vous ai déjà dit, c'est pas beaucoup plus grand que le rocher de Monaco. Hein. Vous vous souvenez ce que je vous avais dit? Enfin, j'exagère un petit peu. Il y avait encore quelques territoires en Morée, ça vient dans le Péloponnèse, et sur la côte méridionale de la mer Noire, à ce moment-là. Et donc, il y a entre autres un personnage qui s'appelle Bessarion, qui est l'archevêque de Nicée dans l'Empire byzantin, l'archevêque de Nicée, et qui va être fait cardinal romain de l'Église catholique romaine. C'est ce Bessarion qui va venir avec toute sa bibliothèque, qui va en faire don à la bibliothèque de Venise, qui est la bibliothèque de Saint-Marc, la Bibliotheca Marciana. Je vous en ai parlé dans un cours précédent. Donc Marciana, c'est M-A-R-C-I-A-N-A. Marciana. Ça va? Il y a un autre personnage dont j'aurais pu vous parler également, c'est un philosophe qui, à la fin du XIVe siècle, quitte le monde byzantin et se rend, lui, non pas à Venise, mais se rend à Florence. Il s'agit d'un philosophe grec qui s'appelle Georges Trismégiste. Ne retenez pas ce nom-là, retenez plutôt son surnom qui est Pléton, P-L-E-T-H-O-N. Comme son nom l'indique très clairement, il s'inscrit dans la filiation, dans l'héritage de la philosophie néo-platonicienne. Alors lui, il arrive à Florence, et il va être à l'origine, parce qu'il connaît évidemment très bien la philosophie platonicienne, il pratique le grec, puisqu'il est lui-même grec. Hein? Il est lui-même grec, il vivait à Mistra, c'est-à-dire dans une localité qui est juste à côté de la Sparte de l'Antiquité. Ça va? Mistra, une citadelle. Et ça va être l'origine d'une académie platonicienne à Florence, dont le maître sera Marsile Ficin, Marsile, M-A-R-S-I-L-E, Ficin, F-I-C-I-N. Il est écrit ici. Qui en 1462, à la demande, je crois que c'était déjà à la demande de Côme de Médicis, mais à cette époque-là, il me semble qu'on est à l'époque de Laurent Magnifique, eh bien, traduit Platon. C'est un exercice particulièrement difficile. Hein. Mais il le traduit en quoi? Ben, il le traduit en latin, bien entendu. Parce qu'à cette époque-là, à l'époque par exemple, de Nicolas V, dont je vous ai parlé tout à l'heure,
Nicolas V est très intéressé par la philosophie grecque. Mais quand on traduit, dans la mesure où on ne connaît pas le grec, on ne va pas le traduire du grec en italien, en romain, je veux dire dans la langue italienne parlée à Rome, non, on va traduire en latin. Donc vous imaginez, on traduit du grec en latin, on ne traduit pas du grec dans les langues vulgaires à cette époque-là. Plus tard, il y aura des essais dans ce sens-là, mais pas à ce moment-là. Ça va? Alors je vérifie si je n'ai rien oublié d'important. Je vous ai parlé de tous ces personnages-là. Oui. Alors, on arrive enfin, petit c, à la diffusion dans des centres culturels de l'humanisme. Donc vous mettez centre culturel où l'humanisme se diffuse au XVe siècle en Italie. Alors, je vais vous les montrer sur la carte. Outre Rome, dont je viens de vous parler avec au moins Nicolas V et d'autre part Pie II, je vous ai parlé quand même longuement et souvent de Florence, qui incontestablement, si Florence n'est pas à l'origine de l'humanisme, parce que c'est pas nous, Florence est incontestablement la capitale de l'humanisme, puisque c'est là que l'humanisme s'est vraiment pris tout son essor et s'est développé. Eh bien, l'humanisme va prendre racine également à Naples et dans le sud de l'Italie, sauf que à Naples et dans le sud de l'Italie, le roi Alphonse V, qui est un Aragonais, donc un Espagnol, eh bien, accueille favorablement les humanistes, mais on ne peut pas dire, et tous les humanistes de l'Italie, mais Naples et le sud de l'Italie ne sont pas des lieux producteurs d'humanistes, si je puis dire. Donc les humanistes ne viennent pas de là, ils sont accueillis à la cour d'Alphonse V. Alors, vous voyez également qu'il y a Venise, je vous en ai déjà parlé, il y a bien sûr Milan, qui est dirigé successivement par les Visconti et par les Sforza, et qui accueille les humanistes et des grands artistes aussi plus tard. Non, pas plus tard, à la même époque, deuxième moitié du XVe siècle. Alors, il y a des lieux où l'humanisme va se développer également dans des petites cours de petites principautés. D'une part, la principauté de Mantoue, dirigée par la dynastie des Gonzague. Gonzague, ça vous rappelle peut-être quelque chose, non? Le Bossu, de Paul Féval. Vous ne connaissez pas le film avec Jean Marais? Non? Bon, les Gonzague qui dirigent Mantoue. Il y a également Ferrare, dirigé par la dynastie des Este, E-S-T-E. Ce sont des petites cours, mais où on accueille des humanistes. Et enfin, ici, Urbain, ça va? Urbino qui est dirigé par la dynastie des Montefeltro. Ça va? Et plus particulièrement par un prince qui s'intéresse beaucoup aux humanistes, c'est Frédéric de Montefeltro. Voilà. On passe maintenant à la conclusion. Donc, c'est le grand cadre. Conclusion. Si je devais conclure, je dirais tout d'abord que ce qui va permettre la diffusion de l'humanisme en Europe, c'est tout d'abord les guerres des rois de France en Italie. En effet, revendiquant un héritage via les Visconti, Charles VIII puis Louis XII descendent en Italie avec leur armée
Ça se passe en 1494 pour Charles VIII. Et il descend en Italie pour occuper donc des terres qu'il revendique par héritage. Et ça va être l'occasion pour ces humanistes et ces artistes, parce qu'il y a tout le mouvement artistique, je vous ai dit que je ne l'abordais pas aujourd'hui, mais qui est lié évidemment à l'humanisme, puisqu'ils ont la même source qu'est l'Antiquité classique. Et lors de leur retour en France, ces rois de France vont, j'allais dire, récupérer, prendre dans leur bagage des humanistes et des artistes importants, le plus important de tous étant évidemment, parmi les artistes, vous le connaissez, Léonard de Vinci, Leonardo da Vinci. Et c'est par ce biais-là que l'humanisme va se diffuser en France. Il va aussi se diffuser en Suisse, en Allemagne par d'autres voies. Mais en Allemagne, l'humanisme n'aura jamais l'ampleur qu'il aura eu en Italie, parce qu'effectivement, à ce moment-là, l'Allemagne va être débordée par le phénomène de la réforme, avec Luther en particulier, mais Luther lui-même est entouré d'humanisme, comme par exemple Mélenchon. Mélenchon, si vous voulez, hein. Mélenchon, ça veut dire la terre noire. En fait, c'est l'hellénisation d'un nom qui était Schwarzerde. Schwarzerde qui veut dire terre noire. Il y avait un personnage, un humaniste qui s'appelait Terre Noire, Schwarzerde, et il a hellénisé son nom en Melanchthon. Chthon, c'est la terre en grec, et Mélanos, hein, ça veut dire donc noir. Voilà. Mais l'humanisme va se répandre aussi en Espagne, au Portugal, en Angleterre. Quelqu'un comme Thomas More, en Angleterre, qui écrit l'Utopie, Utopia, est un humaniste, incontestablement. Voilà. Mais ça, ce serait l'objet d'un autre cours que de vous parler de la diffusion de l'humanisme au XVIe siècle. Moi, je me suis attaché aux origines de l'humanisme en Italie, et puis le reste, voilà, c'est un autre cours, ça mérite un autre cours en soi. Je vérifie si je n'ai rien oublié de très important. Je ne crois pas. Non. Apparemment. Oui, ici j'aurais pu ajouter quand même le rôle joué par Nicolas V, bien entendu, par Bessarion, par Platon, par Marcy Fissin, bien sûr. Au moins ces personnages. Dommage évidemment de ne pas les citer dans... Voilà. Alors je vous montre quelques livres. Alors tout d'abord un petit classique, mais que je vous conseille vivement, je trouve qu'il est quand même réédité depuis de nombreuses années, d'un grand médiéviste français qui vit toujours, qui a plus de 90 ans. Il s'agit de Jacques Le Goff, Les intellectuels au Moyen-Âge. Alors c'est publié chez Albin, aux éditions du Seuil. Alors, un grand classique, je dirais, c'est le fondateur de l'histoire de la Renaissance, si je puis dire. Il s'agit d'un Suisse qui vit dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui écrit en allemand un ouvrage intitulé « La civilisation de la Renaissance en Italie ». C'était, moi j'ai l'édition publiée chez Gontier Médiation, et la dernière partie du livre est évidemment un grand classique, c'est la résurrection de l'Antiquité. Quand je dis la dernière partie, ça va quand même de la page 230 à la page 213, donc ça fait la moitié du livre, pratiquement la résurrection de l'Antiquité, où il est question de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Voilà. Je vous montre le livre. Jacob Burckhardt. Comment s'appelle le livre? Jacob Burckhardt. Alors, de Jean Delumeau, un historien français qui est très âgé maintenant, aussi, près de 90 ans, La civilisation de la Renaissance, aux éditions Artaud. Je vous ai apporté l'édition de poche, c'est-à-dire la moins chère.
D'Eugenio Garin, on dit Garin, pas Garine en italien, La Renaissance, histoire d'une révolution culturelle. Et vous avez sur la page de couverture Laurent le Magnifique, qui était donc celui qui gouvernait, qui présidait aux destinées de Florence. Deuxième moitié, 15e siècle. D'Eugenio Garin, de nouveau, Moyen-Âge et Renaissance. Donc c'est sur les relations entre ces deux périodes d'un point de vue intellectuel. C'est de la collection Tel Gallimard. Toujours sous la direction, cette fois-ci, d'Eugenio Garin, L'homme de la Renaissance, dans la collection Histoire au seuil, la collection Point. Alors, cet ouvrage comprend toute une série de chapitres intéressants rédigés par des spécialistes. Eugenio Garin a lui-même publié L'homme de la Renaissance, John Law, Le prince de la Renaissance, puis il y a un chapitre sur le comte de Thierry, le cardinal, l'homme de cour, le philosophe, le marchand et le banquier, l'artiste, la femme de la Renaissance, voyageur et indigène. Dans l'univers des connaissances chez Hachette, de Sam Dresden, L'humanisme et la Renaissance. C'est d'un accès très facile. C'est destiné au grand public. Alors, En que sais-je de Jean-Claude Margolin, L'humanisme en Europe au temps de la Renaissance. Alors, le même ouvrage, mais qui a été publié très récemment par un prof de Paris 4, donc la Sorbonne, d'Alain Talon, L'Europe de la Renaissance, Un que sais-je également. Le petit que sais-je, vous savez, c'est toujours 128 pages, ça coûte 9 €. Enfin, on dirait que c'est cher pour un petit livre comme ça, mais enfin bon, ce sont des mises au point très utiles. Alors, un classique de Ferguson qui enseignait à New York, La Renaissance dans la pensée historique, publié chez Payot. Alors, les premiers chapitres de ce livre s'intitulent La première tradition humaniste en Italie, l'humanisme et la réforme, et puis par le reste, pour la suite, ça concerne le XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Mais en tout cas, c'est l'image de la Renaissance chez les historiens, les écrivains par la suite. Alors, publication de l'Institut de recherche sur les civilisations de l'Occident moderne à la Sorbonne, numéro 14 de la collection Civilisation, l'idée de renaissance dans l'Occident moderne. Alors, dans l'univers des connaissances, collection, je vous ai déjà montré, de Daniel Wally, les républiques médiévales italiennes, chez Hachette. Alors, sous la direction d'Ivan Cloulas, l'Italie de la Renaissance, un monde en mutation de 1378 à 1494. Chez Fayard. C'est bon. Alors, ça, c'est un ouvrage excellent d'Elisabeth Crouzet-Pavant, Les villes vivantes, Italie 13e siècle, 15e siècle. Donc là, c'est pour vous planter plus que le décor, les aspects politiques, économiques, sociaux, de l'histoire urbaine correspondant juste à mon sujet d'aujourd'hui. Alors, du même auteur, Renaissance italienne, 1380-1500, dans la bibliothèque Albin Michel. Alors, de Yves Renoir, Histoire de Florence, En que sais-je. La vie quotidienne à Florence au temps de Dante, de Pierre Antonetti, en Hachette. De Jean Delumeau, La seconde gloire de Rome, 15e, 17e siècle, chez Perrin. Alors, sur l'histoire de la philologie, d'Homère à Erasme, la transmission des classiques grecs et latins, j'ai beaucoup insisté là-dessus, de Reynolds et Wilson, édition du CNRS. Alors, un ouvrage en anglais d'Egric Cochrane, Historien-historiographie dans la Renaissance italienne, c'est publié par les presses de l'Université de Chicago. Alors, la Divine Comédie de Dante, illustrée par Gustave Doré dans la collection Marabout.
de Pétrarque le chansonnier dal Canzoniere dans la collection bilingue Aubier, de Boccace le Décaméron en livre de poche, et enfin, bon, je me suis arrêté à la fin du XVe siècle, donc je n'ai pas pu aborder Machiavel, mais comme il était publié, ça date de 1513, si mes souvenirs sont bons, Le Prince, Il Principe, donc je vous apporte ici l'édition de Garnier. Donc c'est un auteur très important sous la science poétique. Je crois que c'est un auteur suffisamment connu pour qu'il me soit nécessaire d'en parler maintenant. Je voulais terminer au moins avec Le Prince de Machiavel. J'ai dit.